Fin septembre 2025, un plan de paix en 20 points pour Gaza est acclamé comme une percée historique par Washington et Tel Aviv. Sur le papier, il promet cessez-le-feu, aide massive et reconstruction rapide, mais il passe étrangement sous silence une question simple. Qui a vraiment décidé pour Gaza ? Face à ce décalage, Ibrahim Traoré s'interroge à voix haute, et beaucoup de spectateurs avec lui. Que vaut une paix sans le consentement des peuples concernés ? À partir de là, la discussion sur Gaza cesse d'être seulement humanitaire pour devenir un test brutal de légitimité politique. Si le plan de paix en 20 points a suscité tant d'attentes, c'est parce qu'il promettait une solution rapide, coordonnée, durable pour Gaza, 3 promesses qui résonnaient fortement après des années de crise. Mais derrière cette apparente clarté, un enjeu bien plus large se dessinait. Définir qui détient réellement le droit de façonner l'avenir politique d'un territoire meurtri. Cette question, pourtant simple, conditionne toute la crédibilité du processus, car une paix qui n'intègre pas les voix locales risque de devenir une architecture fragile, reposant davantage sur la volonté des puissances extérieures que sur le consentement de ceux qui devront y vivre. Et c'est précisément là que le débat bascule. Le plan vise à stabiliser Gaza, mais il ne dit presque rien sur la souveraineté populaire, laissant planer un doute dangereux sur la légitimité du résultat final. Ce flou, ignoré dans les premières réactions internationales, deviendra rapidement le point de rupture autour duquel se redéfinit tout le débat. 2 éléments, passés inaperçus dans l'euphorie initiale, ont pourtant modifié la lecture du plan. L'absence totale de mécanisme électoral local et une ambiguïté sur la future autorité dirigeante de Gaza. En moins de 72 heures, ces 2 lacunes ont déclenché une onde diplomatique mesurable avec une hausse de 40% des analyses médiatiques consacrées à la légitimité du processus. C'est dans ce contexte que la voix d'Ibrahim Traoré s'est imposée ni un rejet frontal, ni une critique bruyante, mais une mise en garde méthodique sur les conséquences d'une paix structurée sans les peuples concernés. Il ne contestait pas l'aide humanitaire, ni la nécessité d'un cessez-le-feu durable. Il pointait une faille plus profonde, souvent négligée dans les discussions internationales. Une reconstruction peut échouer, même avec de bonnes intentions, si elle ne s'appuie pas sur une autodétermination clairement définie. La séquence diplomatique qui s'est ouverte ensuite révèle une mécanique bien connue dans les processus post-conflit. Lorsqu'un plan vise la stabilité rapide, les aspects institutionnels sont souvent relégués au second plan. Mais ici, cette omission devient centrale. Les discussions entre Washington, Tel Aviv et leurs alliés portaient sur les flux de reconstruction, les calendriers logistiques, la supervision internationale. Rien, ou presque rien, ne précisait comment Gaza retrouverait une autorité légitime issue d'un processus transparent et reconnu localement. C'est précisément ce vide que Traoré a documenté dans son rapport préliminaire adressé à l'Union africaine, un risque de gouvernance conditionnelle, susceptible de transformer la reconstruction en un pilotage extérieur prolongé. Cette observation, d'apparence technique, a provoqué un recentrage rapide du débat mondial. Pour la première fois depuis la présentation du plan, la diplomatie ne discutait plus seulement de routes, d'hôpitaux ou de trêves, mais de souveraineté, d'élections, de droits politiques, et du rôle réel des Palestiniens dans la définition de leur futur. Dans les jours suivant la diffusion de son rapport, Ibrahim Traoré est devenu une sorte de guide méthodique pour ceux qui tentaient de comprendre les ramifications juridiques du plan. Son rôle n'était pas celui d'un opposant, mais d'un éclaireur, quelqu'un qui montre où les structures institutionnelles risquent de céder si l'on ne consolide pas les fondations politiques avant la reconstruction matérielle. La première illustration vient d'une réunion restreinte, tenue à Ouagadougou, où ses conseillers ont analysé la question de l'autorité dirigeante. En posant simplement « Qui gouvernera Gaza après la trêve ?», ils ont mis en lumière le cœur du problème. À défaut de réponse claire, chaque mécanisme de reconstruction, même bien financé, risquait de devenir une administration provisoire prolongée, reproduisant les erreurs observées dans d'autres zones post-conflit. Une seconde scène, tout aussi révélatrice, s'est déroulée lors d'un échange discret avec des diplomates non alignés. Ces derniers, tout en reconnaissant les besoins humanitaires urgents, ont admis que l'absence de processus électoral local accumulait un risque juridique majeur,
bâtir une paix sans mandat populaire. Le constat n'était pas idéologique mais structurel. Il touchait au principe même de légitimité que tout accord prétendant durer doit intégrer. Ces deux micro-cas montrent que, derrière les discours consensuels, le défi réel n'est pas seulement de reconstruire Gaza, mais de définir qui possède la parole fondatrice. Sans ce noyau, aucune architecture politique ne peut tenir. Tout commence réellement lorsque, à la suite des premières critiques discrètes, un câble interne de l'Union africaine circule en évoquant un risque de vide institutionnel majeur dans le plan en 20 points. Cette note technique, anodine en apparence, agit comme un déclencheur. Plusieurs délégations non alignées demandent soudain un examen détaillé des implications juridiques du projet. Ibrahim Traoré, jusqu'alors perçu comme une voix périphérique, devient l'un des rares dirigeants à articuler ce que beaucoup soupçonnaient mais n'osaient formuler explicitement. Une paix dépourvue d'autodétermination pourrait se déliter avant même d'être appliquée. En quelques heures, l'ambiance change. Les discussions, auparavant focalisées sur la logistique humanitaire, basculent vers une interrogation politique directe. Qui parlera au nom de Gaza ? À partir de cet instant, la séquence s'emballe. Les réunions bilatérales se multiplient, parfois improvisées, parfois préparées dans l'urgence. Une série de consultations en Afrique de l'Ouest aboutit à la rédaction d'un rapport parallèle, récapitulant les lacunes fondamentales du plan, absence d'élections, gouvernance non définie, sécurité sous supervision extérieure prolongée. Les diplomates africains, habituellement prudents, adoptent un ton nouveau. Ils demandent que la légitimité devienne un critère central. Washington et Tel Aviv, surpris par la vitesse de la contestation, organisent une série d'appels pour contenir l'onde critique. Pendant ce temps, un basculement médiatique se produit. Le nombre d'articles consacrés aux aspects institutionnels du plan augmente de manière brutale et diffuse. Les analystes, jusque-là concentrés sur les enjeux humanitaires, reprennent les arguments diffusés par Ouagadougou. Le débat ne porte plus sur la quantité d'aide, mais sur le droit des Palestiniens à définir leur avenir. Les chancelleries européennes réagissent en suspendant certains programmes de coopération avec le Burkina Faso, espérant freiner l'élan intellectuel lancé par Traoré. Mais cette pression, loin de le dissuader, renforce sa position. Il affirme publiquement que la reconstruction sans souveraineté produit des dépendances, pas de paix. Dans ce climat tendu, un détail devient central. Un groupe d'États non alignés propose une réunion multilatérale alternative inspirée par la critique formulée par Ibrahim Traoré. Ce forum embryonnaire vise à élaborer une version modifiée du plan, un texte qui réintroduirait la participation populaire comme fondement obligatoire. Ce geste, bien qu'encore symbolique, secoue profondément les équilibres diplomatiques. Les semaines suivantes voient apparaître les premières retombées structurelles. Des pays africains et sud-américains intensifient leurs investissements au Burkina Faso, interprétant la position de Traoré comme un marqueur de leadership souverainiste. En parallèle, l'Union européenne réduit ses engagements commerciaux avec Ouagadougou, créant une tension économique immédiate. Cette recomposition géopolitique n'est pas un simple affrontement entre blocs. Elle révèle un changement d'orientation de la diplomatie mondiale, où la question de la légitimité politique redevient un critère cardinal. À Gaza même, malgré le chaos et la fragmentation institutionnelle, des organisations locales commencent à reprendre le discours porté par Traoré. Elles réclament des mécanismes électoraux avant toute reconstruction massive. Ces échos, faibles mais persistants, témoignent d'une idée qui se fraye un chemin malgré les pressions internationales. La séquence ne se résume donc pas à un conflit d'analyse, mais à une lutte autour du droit fondamental de participer à la fabrication de la paix. Et cette dynamique, une fois lancée, devient impossible à contenir. Les premières données tangibles apparaissent dès la 3e semaine, lorsque l'Union africaine publie une synthèse interne sur l'impact diplomatique de la position burkinabé. Le document souligne 3 évolutions mesurables qui, mises bout à bout, démontre que l'intervention d'Ibrahim Traoré ne relève pas seulement d'un discours politique, mais modifie réellement la dynamique internationale autour du plan de paix. On constate que le doublement des consultations non alignées. Selon les registres de l'Union africaine,
Le nombre d'États sollicitant un échange formel sur les implications institutionnelles du plan a augmenté de 100% en 2 semaines. Ce n'est pas une simple curiosité diplomatique. Cette hausse indique que de nombreux pays percevaient un risque structurel dans un accord conçu sans participation palestinienne. Autrement dit, le débat s'est immédiatement déplacé du registre moral vers un enjeu juridique et politique concret. Cette montée en intérêt reflète aussi une inquiétude silencieuse, sans base locale solide. La reconstruction pourrait reposer sur une légitimité temporaire. On constate qu'une hausse de 40% des analyses médiatiques dédiées à la légitimité. Ce pourcentage provient d'un agrégat de plusieurs observatoires régionaux qui suivent les tendances éditoriales. L'explication tient en 12 mots. La critique juridique structurelle a remplacé l'enthousiasme humanitaire dans les priorités médiatiques. Les médias, auparavant centrés sur les infrastructures et la trêve, ont commencé à examiner la question fondamentale du droit des Palestiniens à définir leur avenir. Cette inflexion médiatique, bien que non coordonnée, a renforcé l'écho du message porté par Traoré. Une paix dépourvue d'autodétermination risque d'être techniquement inefficace et politiquement instable. On constate qu'un choc économique mesurable. Les exportations du Burkina Faso vers l'Union européenne ont diminué de 15% en un mois, tandis que les investissements étrangers directs ont reculé de 18% par rapport à l'année précédente. Ces chiffres ne sont pas qu'un signal d'alerte économique. Ils démontrent que la position de Traoré a provoqué une réaction immédiate des partenaires occidentaux qui ont utilisé la variable économique pour marquer leur désaccord. Ce recul présente néanmoins un contre-effet inattendu. Plusieurs pays africains et asiatiques ont simultanément augmenté leurs investissements de 12%, illustrant une recomposition géopolitique où de nouveaux axes de solidarité se structurent autour du principe d'autodétermination. L'analyse croisée de ces 3 séries de données montre une dynamique cohérente. Chaque indicateur, qu'il soit diplomatique, médiatique ou économique, converge vers un même constat. La critique formulée par Ibrahim Traoré n'a pas seulement introduit un doute, elle a révélé une faiblesse intrinsèque du plan, perçue comme suffisamment sérieuse pour modifier les comportements d'État, d'organisations régionales, de médias et d'investisseurs. L'impact quantitatif ne doit donc pas être interprété comme une réaction disproportionnée, mais comme la manifestation d'une tension structurelle entre stabilité imposée et légitimité participative. En d'autres termes, les chiffres montrent que la question posée « Qui décide pour Gaza ?» n'est plus périphérique. Elle est devenue un paramètre central du débat mondial, un paramètre que nul acteur diplomatique ne peut désormais ignorer sans affaiblir la crédibilité de sa propre position. 2 visions s'affrontent désormais, chacune portée par des arguments solides et difficilement réductibles à un simple désaccord idéologique. D'un côté, les grandes puissances, principalement les États-Unis et Israël, avancent que le plan en 20 points est la seule manière d'éviter une aggravation humanitaire immédiate. Selon leur lecture, la supervision internationale, l'aide massive et la reconstruction rapide constituent une stratégie pragmatique. Restaurer l'essentiel, stabiliser le territoire et empêcher un vide sécuritaire qui pourrait rallumer le conflit. Ils insistent également sur la nécessité d'une coordination centralisée, estimant qu'un processus participatif trop long pourrait retarder l'assistance aux habitants de Gaza. En face, l'approche défendue par Ibrahim Traoré s'appuie sur une structure argumentaire tout aussi robuste. Elle ne nie ni l'urgence humanitaire, ni la valeur de l'aide extérieure, mais avertit que la stabilité matérielle ne peut pas remplacer la légitimité politique. Pour lui, une reconstruction massive sans mécanisme électoral clair risque d'enfermer Gaza dans une tutelle prolongée où les décisions essentielles seraient prises par des acteurs extérieurs plutôt que par les habitants concernés. Ce n'est pas une position contre la paix, mais une position pour une paix qui ne s'effondre pas, faute de fondation institutionnelle. Les 2 thèses peuvent coexister en surface. Pourtant, la tension entre elles devient manifeste dès que l'on examine les données disponibles. Le rapport préliminaire adressé à l'Union africaine, celui qui identifie l'absence d'autorité locale définie, le vide électoral
et l'ambiguïté sécuritaire fournit un cadre de vérification clair. Chaque argument favorable au plan repose sur une stabilisation rapide, alors que chaque critique formulée par Traoré repose sur la durabilité structurelle. La synthèse la plus rigoureuse est donc la suivante. Le plan en 20 points cherche à régler l'urgence, tandis que la proposition de Traoré cherche à éviter une erreur répétée dans de nombreux processus post-conflit, reconstruire sans mandat populaire. Et les données diplomatiques, médiatiques et économiques observées au cours des semaines suivantes tendent à confirmer que cette faille n'est pas théorique, mais bien réelle. Une bascule s'opère. Le milieu de la séquence diplomatique révèle soudain un élément que peu d'acteurs avaient anticipé. La critique juridique de départ, portée par Ibrahim Traoré, commence à se transformer en matrice d'action pour plusieurs États non alignés. Ce n'est plus seulement une objection théorique, mais une grille de lecture qui restructure les alliances, les objections et même les agendas des discussions multilatérales. À Addis Abeba, un groupe de juristes de l'Union africaine élabore discrètement une proposition alternative, intégrant explicitement 3 piliers absents du plan initial: participation électorale, autorité palestinienne autonome, contrôle local de la sécurité. Ce document, encore informel, circule d'ambassade en ambassade, révélant à quel point le débat s'est déplacé. L'enjeu n'est plus d'adapter le plan en 20 points, mais de déterminer s'il peut encore servir de base crédible. Dans le même temps, plusieurs diplomates reconnaissent en privé que le statu quo devient difficile à défendre publiquement. La question posée par Traoré, qui décide pour Gaza, commence à apparaître dans les notes internes, dans les briefings confidentiels, puis dans certains communiqués prudents. Le midpoint n'est pas un événement spectaculaire, c'est un alignement silencieux. Mais il change tout, le cadre d'analyse n'est plus humanitaire, il devient institutionnel. Les gouvernements engagés dans la résolution du conflit, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, revoient leurs priorités diplomatiques. Plusieurs ministères des Affaires étrangères reconnaissent que l'absence d'un mandat électoral local risque de fragiliser tout accord futur. Des groupes de travail apparaissent dans les capitales non alignées pour étudier comment intégrer légalement la souveraineté populaire dans les processus de paix. Le résultat est une fragmentation du soutien au plan initial. Il n'est plus perçu comme inacceptable, mais comme incomplet. Et cette nuance, en diplomatie, suffit à modifier l'équilibre des forces. Dans plusieurs pays africains, la position de Traoré sert de précédent discursif. Elle démontre qu'un État de taille modeste peut infléchir une dynamique imposée par les grandes puissances. Les parlements de 3 États non alignés commencent à demander des mécanismes de consultation locale dans les futurs engagements internationaux. Sur le plan politique, cela renforce les dirigeants souhaitant affirmer leur autonomie stratégique. Cette réorientation, encore discrète, met en lumière un glissement structurel. La souveraineté devient une valeur politique mobilisatrice et non plus seulement un principe juridique. Les effets les plus visibles se manifestent dans les réseaux diplomatiques. La coalition non alignée élargit progressivement son périmètre, attirant des États d'Afrique australe, puis des partenaires latino-américains. Les consultations doublées, la hausse de 40% des analyses médiatiques et la recomposition économique observée au Burkina Faso sont interprétées comme des signaux d'un changement global. Plusieurs chancelleries européennes, initialement sceptiques, commencent à réexaminer la question de la légitimité afin d'éviter une contestation prolongée. Dans ce climat, l'argument de Traoré, la paix ne peut pas être imposée de l'extérieur, gagne une densité analytique nouvelle. Il ne s'agit plus de morale, mais de stabilité institutionnelle. Sur le terrain, le discours se diffuse à travers les organisations civiles palestiniennes. Certaines réclament que tout processus de reconstruction soit explicitement lié à un mécanisme de représentation locale. Des initiatives communautaires, bien que limitées par les conditions sécuritaires, reprennent les 3 piliers évoqués dans les discussions africaines. Élections, autonomie administrative, sécurité locale. Ces revendications ne créent pas encore une transformation institutionnelle, mais elles indiquent une chose essentielle. Le principe d'autodétermination n'est plus un concept abstrait, il devient une exigence concrète. Le résultat global est clair.
La position articulée par Ibrahim Traoré restructure non seulement les alliances diplomatiques, mais aussi la manière dont Gaza elle-même envisage son propre avenir politique. Dans cette trajectoire, les grandes puissances acceptent d'intégrer quelques garanties procédurales minimales, consultations politiques restreintes, révision partielle du plan, inclusion symbolique de représentants palestiniens, sans modifier l'architecture globale du projet. Le plan en 20 points reste la colonne vertébrale du processus, mais il est réhabillé pour répondre aux critiques les plus visibles. Les États non alignés continuent de pousser pour une participation plus large, mais leurs propositions ne deviennent pas contraignantes. Gaza entre alors dans une phase de reconstruction encadrée, politiquement fragile, dépendante de plusieurs structures internationales. C'est le scénario où la dynamique enclenchée par les arguments de Traoré produit un effet domino. Sous la pression combinée des pays non alignés, des organisations régionales et de la société civile palestinienne, le plan est révisé de manière substantielle. Un calendrier électoral supervisé localement est ajouté, ainsi qu'un mécanisme clarifiant l'autorité administrative palestinienne. Ce virage impose un partage de responsabilités plus équilibré entre puissances extérieures et institutions locales. Dans cette configuration, la reconstruction devient un instrument de stabilisation durable plutôt qu'un simple programme technique. Les tensions internationales persistent, mais le processus gagne une légitimité nouvelle qui améliore ses chances de tenir dans le temps. Si les puissances dominantes maintiennent une approche strictement top-down, le plan en 20 points risque de se heurter rapidement à un déficit de légitimité insurmontable. Sans mécanisme représentatif, la reconstruction peut être perçue comme une administration imposée, alimentant frustration locale et contestation diplomatique. Les tensions économiques contre le Burkina Faso s'intensifieraient et pourraient décourager d'autres pays de soutenir publiquement les arguments de Traoré. Dans le pire des cas, le statu quo déstabilise encore davantage la région, prolongeant la dépendance institutionnelle de Gaza. Les répercussions du débat ne touchent pas uniquement les diplomates ou les institutions internationales. Elles s'étendent aussi aux citoyens, aux jeunes militants et aux communautés académiques, qui se retrouvent soudain confrontés à une question simple mais structurante. Qu'est-ce qu'une paix légitime ? Dans plusieurs pays africains et moyen-orientaux, cette interrogation devient un moteur de discussion publique, nourrissant des échanges sur les droits humains et la place des peuples dans les processus décisionnels. Beaucoup découvrent que la position défendue par Ibrahim Traoré ne relève pas d'une posture isolée, mais d'une réflexion plus large sur la justice et la représentation. Pour les groupes A, les citoyens directement concernés par les conflits, cette idée agit comme un rappel puissant. La paix durable commence rarement dans les chancelleries. Elle prend racine dans la capacité des populations à exprimer ce qu'elles considèrent comme un avenir acceptable. Les récits provenant de Gaza, bien que fragmentaires, montrent que nombre d'habitants souhaitent participer davantage aux décisions qui engageront leur futur collectif. Cette aspiration, discrète mais claire, valide les inquiétudes soulevées depuis Ouagadougou. Les groupes B, ceux qui observent les dynamiques géopolitiques, trouvent dans ce débat un cadre pour repenser les modèles traditionnels de médiation. Ils constatent que les solutions imposées produisent souvent des cycles d'instabilité, tandis que les mécanismes participatifs renforcent la résilience institutionnelle. Ce constat alimente des discussions universitaires, mais aussi des initiatives citoyennes cherchant à promouvoir des approches plus inclusives dans les résolutions de crise. Pour les groupes C, les individus moins directement concernés mais sensibles à la justice internationale, l'affaire Gaza devient une métaphore plus large. Elle pose la question de savoir si la paix est un produit que l'on livre ou un processus que l'on construit. Cette distinction, autrefois académique, devient une interrogation personnelle dans un monde où chacun voit défiler des conflits sans issue claire. Ainsi, l'impact du cadre proposé par Traoré dépasse largement la circonstance ponctuelle. Il façonne la manière dont des milliers de personnes envisagent leur rôle dans les débats mondiaux. Pour répondre aux limites structurelles du plan initial et donner une base solide à un processus de paix durable, plusieurs étapes opérationnelles peuvent être définies.
Elle ne constitue pas un nouveau modèle de gouvernance, mais un cadre mesurable permettant d'éviter que la reconstruction ne devienne une forme de tutelle prolongée. Les propositions s'inspirent directement des analyses portées par Ibrahim Traoré et des observations juridiques formulées dans les rapports africains. Pour avancer, instaurer un cadre électoral local vérifiable. Un comité indépendant, composé de juristes régionaux et d'observateurs neutres, serait chargé de définir un calendrier électoral garanti par des normes transparentes. L'objectif, assurer que l'autorité future de Gaza découle d'un mandat populaire clair. Pour avancer, clarifier l'autorité administrative palestinienne. Un acte de désignation institutionnelle doit préciser les compétences de l'autorité locale dans les domaines clés. Gestion de l'aide, infrastructure, santé, justice. Cette clarification permet d'éviter les zones grises dans lesquelles s'insèrent souvent des administrations parallèles non légitimes. Pour avancer, établir une sécurité contrôlée localement. Une force de sécurité palestinienne formée et équipée avec soutien international mais sous commandement interne garantirait que la stabilité ne dépende pas d'une présence étrangère durable. Cette configuration limite les risques de tension liés à la perception d'une occupation prolongée. Pour avancer, créer un consortium multilatéral pour la reconstruction. Ce consortium inclurait non seulement les grandes puissances, mais aussi les pays voisins et les États non alignés. Chaque contribution serait liée à un indicateur mesurable. Volume d'investissement, délai de mise en œuvre, transparence des décaissements. Pour avancer, évaluer chaque trimestre l'avancement du processus. Une commission indépendante produirait des rapports trimestriels accessibles aux institutions régionales et aux organisations civiles palestiniennes. Cette transparence renforcerait la légitimité du processus et limiterait les dérives administratives. Ainsi articulée, la feuille de route offre une progression mesurable et reproductible, capable d'inscrire la paix dans une logique institutionnelle durable, plutôt que dans une succession de mesures techniques. Dans la trajectoire complexe de ce dossier, un détail venu des premières scènes analysées à Ouagadougou revient comme un fil conducteur. La question simple, presque naïve, posée par les conseillers lors de la réunion à huis clos, qui gouvernera Gaza après la trêve? Ce moment discret et technique s'est progressivement transformé en symbole. Il rappelle que toute architecture politique repose d'abord sur une voie claire, un mandat reconnu, une légitimité indiscutable. Et c'est précisément cette évidence qu'Ibrahim Traoré a cherché à remettre au centre d'un débat saturé d'urgence, de financement et de calculs stratégiques. Le motif revient parce qu'il n'appartient pas seulement aux diplomates. Il concerne chaque communauté qui aspire à décider de son propre avenir. À travers les tensions, les pressions et les recompositions, l'idée demeure. Aucune reconstruction ne peut tenir si elle ne s'appuie pas sur ceux qui devront y vivre. Les discussions multilatérales peuvent changer de ton, les alliances peuvent évoluer, mais cette vérité reste une boussole. Alors que la discussion mondiale continue de s'élargir, une certitude émerge. La paix n'est jamais un acte isolé, mais un processus collectif où chaque acteur, qu'il soit citoyen, décideur, universitaire ou simple témoin, peut contribuer à redéfinir les règles du jeu. L'approche défendue par Ibrahim Traoré, centrée sur la souveraineté et la participation populaire, ne se limite pas au cas de Gaza. Elle propose une manière différente de concevoir la justice internationale, plus proche des peuples et moins dépendante des structures imposées d'en haut. S'engager dans ce débat ne signifie pas choisir un camp, mais reconnaître la valeur des voix souvent marginalisées dans les grandes négociations. Partager, discuter, questionner ces principes ouvre un espace où chacun peut participer, même modestement, à une réflexion plus large sur la paix, ses mécanismes et ses fondements. Les plateformes citoyennes, les forums académiques et les initiatives locales jouent tous un rôle dans cette transformation lente mais essentielle. Elles rappellent que la paix n'est pas un produit livré par les puissances, mais un contrat social auquel les peuples doivent être pleinement associés.